recording is on. Salut à tous, c'est Bangladesh, nous bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur l'étude de la méthode Silva, toujours avec Lee. Et aujourd'hui, on va vous parler de communication subjective, qui est vraiment un travail assez spécifique de la méthode qui peut offrir énormément de cheminement. Alors, aussi bien pour les praticiens, là, je vais plutôt parler pour les personnes qui sont habituées à l'énergétique, qui ont l'habitude de bosser un peu à distance. Ça peut aider les parents. Et là, vraiment, très concrètement, dans le quotidien, ça peut nous aider, nous, à préparer des rendez-vous, à préparer des rencontres, à préparer, à optimiser, on va dire, les choses de notre quotidien. Et vous allez voir, non pas simplement par le fait de faire cette communication subjective, mais simplement le processus pour le faire nous entraîne déjà dans une visualisation positive, une imagination positive. On est déjà en train de créer à l'intérieur de nous un état psycho-émotionnel qui est positif pour ce qu'on veut mettre en place. Et mine de rien, vous le savez certainement, mais dès qu'on veut des objectifs, il faut être précis, clair, réaliste, écologique, mesurable. Et tout ça, on peut le faire grâce à ce type de communication, même si ce n'est pas dit texto dans le cours, c'est quelque chose que c'est des plus que vous vivez vraiment quand vous le faites. Donc, comment toi tu définirais, Lee, cette communication subjective pour un néophyte, pour par exemple quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la méthode, c'est la première fois qu'il entend cette sémantique-là, comment tu lui définirais? Donc, le problème, c'est que le moment qu'on essaie de le définir, ça commence à sembler un peu wou-wou. Mais en fait, je dirais, c'est une forme de télépathie où Ouais. on fait une connexion à l'autre personne, mais à un niveau plus profond de conscience. Donc, l'autre personne n'a même pas besoin de savoir que tu envoies un message et où c'est strictement sur le plan positif. C'est-à-dire, on ne fait pas une communication subjective pour demander à l'autre de nous rendre service, même si c'est Ouais. très gentil. On fait toujours pour offrir des bénéfices à l'autre personne. Et si tu ne peux pas trouver des bénéfices pour l'autre personne, ce n'est pas la peine de faire la communication subjective, finalement. Mais ça nous oblige, en fait, vraiment nous mettre dans la peau de l'autre personne. Ou je vais même dire de l'autre être, parce qu'on peut faire communication subjective avec les animaux aussi. Mmh, 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 mmh. Donc la communication subjective, si on en parlait à quelqu'un qui ne connaît pas, c'est de dire on va créer un dialogue dans notre transe, dans notre niveau, avec une autre personne dans un objectif qui va être commun en win-to-win. On va tous les deux gagner dans l'échange ou dans l'action qu'on va mettre en place. En somme, si on veut le rendre un petit peu plus concret, c'est se dire et si j'étais en entretien avec cette personne-là, qu'est-ce que je lui dirais pour que quelque chose soit bien, que ça se passe bien? Et qu'est-ce qui peut se passer pour nous? C'est un travail d'autosuggestion positive déjà. Et on part d'un second postulat où là, on peut toujours se poser des questions clairement, mais on peut se dire, on est tous interconnectés d'une façon ou d'une autre. Et en ayant une intention d'aller vers une personne pour communiquer avec. D'ailleurs, c'est un peu ces moments où vous dites « Tiens, il m'a appelé à ce moment-là. Tiens, je pensais à toi il y a 1 minute et j'ai reçu un message. Tiens, ça fait des années que j'ai pas pensé à toi. J'en parle avec un copain et coup de bol, je te croise dans un bar, dans un café. » Ces espèces de synchronicité ou coïncidence, même si après chacun définit si ça existe ou pas, les coïncidences, le hasard, etc., peut nous faire dire que quand on fait ce travail projectif de soi dans une communication et dans un échange avec autrui, il se peut qu'il y ait un impact sur la personne. Et comme dit Lee, c'est pas tu vas faire ce que je désire ou il faut que je sais pas, que tu me gardes moi comme candidat et que tu vires les autres, mais c'est ce qui sera le mieux pour toi et pour moi pour qu'on soit en win-win à longueur de temps. Et cette notion-là, elle est importante à prendre en compte et ça peut permettre à tout à chacun de se dire effectivement, il y a des moments, quand je me prépare psychiquement à un entretien, que j'imagine la personne ou que je revois une personne pour une deuxième fois et que je me prépare à ça, on peut imaginer qu'il y a déjà un impact dans le dialogue qu'on est en train de créer, dans ce qu'on est en train de proposer, ne serait-ce que par le fait qu'on s'auto-suggère. Et puis après, ce cheminement où on est certainement connecté, possiblement connecté. Après, est-ce que c'est certain ou c'est possible? Je ne sais pas. Mais en tout cas,
c'est avec ça qu'on va travailler chez Sylva. Ça te semble correct comme explication Oui, oui, tout à fait. Donc, ce qui est assez chouette, c'est qu'on peut dès lors l'utiliser sur. Déjà, on peut le tester. Voilà, avant même de dire on va l'utiliser, Oui, euh, avant de se dire ouais, mais attends, Pank, Lee, là, vous partez en vrille, c'est n'importe quoi, genre, je vais pouvoir influencer les gens à distance, etc. Bah, tester. Et on n'est pas en train de dire vous l'influencez, euh, type j'envoie des ondes à quelqu'un pour qu'il se passe quelque chose. On est dans un état d'esprit à se dire et si tout se passait au mieux pour toi et moi. Et si j'étais déjà en train de t'envoyer de l'information, comme toi, peut-être, tu m'en envoies indirectement, d'une façon ou d'une autre, peut-être en ayant regardé mon CV ou peut-être en me connaissant déjà et qu'on est dans une situation, etc. etc. L'idée pour nous, c'est de se dire tester. Tester avec plein de personnes, tester dans plein de situations, de communiquer subjectivement avec des choses toutes simples. Apporter du bien-être, du bonheur, de la joie, une belle rencontre, un bon moment, un bon savoir, un bon apprentissage, un bon séminaire. Vous pouvez le faire sur absolument tout de votre quotidien pour que ce soit positif. Toi, les premières communications subjectives que tu as faites, tu te souviens à peu près, c'était sur quoi que tu t'avais testé? Je t'en pose des questions. oui, en fait, c'était dans un colloque Sylva. Ouais. Et euh, en fait, on venait de nous expliquer tout ça. Et franchement, euh, je croyais juste, juste comme tu viens de dire, ah, mais c'est ridicule, c'est loufoque, on peut pas. Mais je me suis dit, bon, j'ai quand même une très bonne occasion pour tester. Parce que il y avait un collègue, Sylva, que j'avais connu depuis très longtemps, qui, alors je ne me rappelle plus quoi, mais qui m'avait dit quelque chose dans la journée qui m'a vraiment insultée. J'ai pris ça très mal. J'ai dit, comment il peut faire ça quand il est supposé être un ami? Est-ce qu'il ne se rend pas compte qu'il me blesse? C'est pas juste, blabla. J'étais furieuse. Et tout d'un coup, je me dis, ah, je peux tester la communication subjective et je peux lui exiger ses excuses. Alors, justement, c'était la première fois que j'avais testé et j'étais totalement à côté de la plaque parce qu'on ne peut pas exiger des excuses de quelqu'un. Ouais, ouais, Donc, ouais. alors, mais quand il s'agit d'un adulte qui est à niveau bêta toute la journée, OK? Donc, pour les enfants, on peut faire à n'importe quel moment. Mais un adulte, normalement, il a assez de défense psychologique dans la journée que tout ce que vous commencez à lui proposer, tout de suite, à la défense, son ego, etc., etc. Donc, quand on fait communication subjective, on se programme juste avant qu'on s'endort qu'on va se réveiller la nuit quand le moment est optimal pour faire une communication avec une telle. Donc, c'est ça que j'ai fait, effectivement. Et effectivement, je me suis réveillée à 2 heures du matin. Alors, c'était la toute première fois que je l'avais fait. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais 2 heures du matin? Mais pourquoi je suis complètement. Ah oui, c'est vrai, je l'ai programmé. Donc, niveau de base, je visualise la personne. Et là, ma colère avait complètement dissipé. Je sentais uniquement un énorme besoin de rétablir notre amitié. Donc, quand Mmh. on programme pour se réveiller quand les conditions sont idéales, c'est pas que pour l'autre personne, Ouais. mais c'est aussi pour nous. On doit être tous les deux en bonne communication. Donc, là, donc, je l'ai visualisé mentalement, je lui ai expliqué justement que, je dis, écoute, je veux juste expliquer que je suis sûre que tu n'as pas fait exprès, mais tu m'as vraiment fait mal quand tu m'as dit ça, mais je voulais simplement dire que je ne veux surtout pas que ça influence notre amitié. Nous sommes des amis depuis presque une dizaine d'années, on se connaît très bien, et je suis sûre que toi aussi, tu aimerais euh, que notre amitié soit plutôt fortifiée que justement, comment dire, dommagée par cela. Donc, j'ai expliqué tout ça. Et évidemment, je n'ai pas demandé des excuses. OK? Mmh, 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 mmh. Mais juste dire l'importance de l'amitié et je suis sûre que lui aussi, il sentait ça. Et je suis rendormie. Et le lendemain matin, comme je dis, c'était une grande calotte, il y avait une énorme salle de conférence et je l'ai vue à l'autre côté de la pièce en train de faire oh, Lee, elle vient courir vers moi et, et c'était là justement, j'étais convaincue la toute première fois.
il a commencé à me parler. Il m'a sorti presque mot par mot ce que j'avais dit la nuit. Il disait, par exemple, Lee, je viens de me rendre compte quand j'ai dit ça, j'ai dû te blesser. J'ai pas fait exprès. J'avais trop bu. Notre amitié est trop importante pour nous que je te laisse. Et il m'a présenté des excuses, mais en utilisant presque exactement les mots. Je dis, waouh, c'est puissant cela. Et depuis, j'utilise beaucoup et je recommande quelquefois à mes clients qui ont fait Silva d'utiliser justement, juste pendant la semaine là. J'avais une cliente qui était très perturbée parce qu'un de ses meilleurs amis a mal pris quelque chose qu'elle avait dit, il s'est explosé, il a refusé de me parler. Je dis, mais écoute, on va planifier ensemble comment tu peux lui expliquer tout dans la communication la nuit. Et elle me envoie un message le prochain jour en disant, ça y est, il m'a téléphoné pour s'excuser et tout va bien. Donc, voilà, donc c'est pour moi, pour résoudre les conflits, c'est génial. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est offrir. Hein. Si l'autre personne ne veut pas accepter ou elle est résistant, il n'y a rien qui se passe. Mais en général, la plupart des gens à ce niveau-là préfèrent harmonie, amour, amitié, plutôt que tous les défenses et l'ego, quoi. C'est intéressant comme type de feedback. Moi, j'ai fait plein de tests. Mais alors, plein. Alors, des moments, j'ai eu des retours, des moments, j'ai pas eu de retours. J'ai même essayé ce qu'on m'a dit de pas faire. Hein. Tu sais, moi, tu me dis de pas le faire, je vais quand même le faire. Et effectivement, j'ai pas eu de truc, j'ai pas eu de retour genre, ouais, tiens, appelle-moi et dis-moi ça, tu vois, pour voir ce que ça donnait. Ça arrivait jamais. Hein. En tout cas, de mémoire, y a rien de marquant qui s'est passé comme ça. Par contre, effectivement, alors, est-ce que là, tu vois, j'ai un vrai questionnement interne à se dire, est-ce que quand on sait qu'on fait un truc qui est quand même pas très clean, on se bloque pas un petit peu soi-même, tu vois, de se dire, Ah oui. ah, c'est pas super bien, donc je le fais pas, c'est comme si on se dit, ah, on n'est pas aligné. Et quand on dit on est aligné, là, c'est comme si on sentait qu'on était pas clean. Par contre, quand on commence à penser en constructif, en positif pour nous, les personnes, etc., effectivement, moi aussi, j'ai eu des feedbacks qui étaient sympas avec des rencontres qui se sont faites, avec des choses qui sont solutionnées, etc. Vraiment, bah, le même principe, hein, je me réveille au milieu de la nuit et puis je propose. Et moi, je propose. En fait, je pars beaucoup du postulat que c'est un moment pour proposer aux autres. Parfois, quand on a eu du mal à se faire entendre ou parce qu'il y a de la tension, parce qu'il y a de la peur, parce qu'il y a du stress, aussi bien de mon côté que des autres côtés. Hein. On était dans un état psycho-émotionnel qui ne le permet pas. Et à ce moment-là, effectivement, je trouve que c'est un beau moment pour proposer. Et une fois de plus, je reviens sur cette idée-là, ça nous permet aussi à nous de clarifier les choses. Je trouve que c'est un moment, et tu l'as super bien dit tout à l'heure, c'est un petit peu, tu sais, un miroir de l'esprit, bleu, où on est en train un peu de checker tous les trucs. À un moment donné, quand on commence, ça nous permet un petit peu de faire le point, de savoir ce qu'on veut demander, ce qu'on attend, ce qu'on veut mettre en place. Et en même temps, on se rend compte de tout ce qui s'est pas bien passé, mais aussi parfois des erreurs qu'on a fait dedans. Et je trouve que c'est intéressant ton exemple parce que y avait de la colère et il y avait tu étais attristé. Ça aurait pu clairement, à un moment donné, colorer l'orientation de ton test. Tu vois, c'est la première fois en plus, donc tu aurais pu très bien te dire, bah tiens, je vais quand même demander des excuses, etc. Et ce qui est chouette, c'est que quand on se réveille, bon, déjà, on se réveille au milieu de la nuit. Donc, déjà, le temps qu'on se dise, attends, je ne vais pas me réveiller pour juste engueuler quelqu'un au milieu de la nuit. Tu vois, c'est un truc qui est un peu. Quitte à être réveillé, autant faire quelque chose de constructif, surtout si on étudie des systèmes de dev perso. C'est pas que pour casser la figure des gens, tu vois. C'est aussi pour quand même donner un peu de bienveillance, d'amour, etc., etc. Donc, je trouve que c'est un bon moment pour se rendre compte que ce qui a été peut-être 1 heure, 2 heures ou 10 heures avant, ou même 20 ans avant, bah, quand on se pose à un moment donné et qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'attends de l'autre? Qu'est-ce que j'attends avec l'autre? Parce que c'est pas de l'autre, c'est avec l'autre. Qu'est-ce que je souhaite? Est-ce que je souhaite que notre binôme ou notre amitié avec un groupe, etc., il cesse? Ou est-ce que je veux que ça continue et qu'on crée des choses ensemble? Et c'est le avec qui est intéressant. Et à partir de là, ça nous permet aussi de nous dire, bah ouais, je peux pas demander à autrui d'être cool si moi-même je suis pas cool, tu vois. Et là, on revient sur les notions de ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, tu vas pas commencer à imposer des choses, tu n'aimerais pas qu'on te l'impose non plus. Et je trouve que tout ça, déjà, ne serait-ce que dans notre état d'esprit à nous, avant même de savoir cette communication-là et l'impact que ça aura, le fait même de le mettre en place, et tu vois, j'ai encore fait il n'y a pas longtemps, et je me disais,
Mais juste le fait de le mettre en place, pour toi, ça te permet de recadrer les choses, de t'apaiser avec des choses et de te dire, oh bah même s'il ne se passe rien, c'est pas grave. J'aurais fait au mieux et moi, je suis OK avec ça. Toi, c'est comme si ça permettait de dire, je suis OK, maintenant, j'aimerais bien que ça soit mieux, mais si c'est pas mieux, bah tant pis. À la place de ruminer. Et tu vois, peut-être qu'un des points avant Oui, même la communication, c'est ça, c'est arrêter de ruminer, arrêter la colère, arrêter ce qui est énergivore, nous embête, etc., etc. T'en penses quoi? oui, absolument. Ouais. Et comme tu as mentionné, c'est surtout bien pour les moments quand on ne peut pas s'expliquer à vive voix parce qu'il y a des résistances. Je recommande ça surtout pour les parents qui ont des enfants adolescents. Mmh. Parce que là, c'est classique. Parce l'enfant jusqu'à adolescence, il écoute ce que papa met. Et tout d'un coup, tout ce que maman et papa vont dire, c'est automatiquement: «Je refuse, je refuse». Et c'est normal, c'est partie de leur évolution ça. Bien sûr. Mais c'est frustrant pour un parent quand il veut vraiment partager de quelque chose. Alors là, communication subjective, génial! Parce que tous ces défenses de l'adolescent: «Non, non, non, j'écoute plus les parents, ils me comprennent pas». Chut, bien, mais Mmh. encore une fois, il faut vraiment que ça soit pour le bien de l'enfant. Mmh. Mais pour les adolescents, c'est capital et j'ai eu plein de feedback pour cela, pour des gens qui étaient tellement frustrés et tout d'un coup, la relation commence à aller beaucoup mieux, on a commencé à se parler de nouveau et oui, c'est vraiment très chouette. Est-ce que alors, quelle différence tu pourrais faire par rapport à une prière? Tu vois, je prends vraiment, le soir, tu te mets au pied de ton lit, quoi. J'exagère, mais tu es là en train de récapituler, tu parles avec le patron, avec Dieu, avec Allah, n'importe qui, hein, et tu dis: «Bon, j'aimerais bien que mon fils, ma fille, mon enfant, puisse un peu m'écouter, être bien, se sentir mieux, puisse s'exprimer, avoir confiance en moi, savoir que je suis derrière, et cetera, et cetera». Quelle différence quoi, est-ce que tu mettrais la communication via la prière comme une potentialité de communication subjective? Ou est-ce que pour toi, tu fais vraiment un distinguo entre les 2? Ouais, c'est sympa mes questions, hein. C'est pas que c'est je réfléchis parce que Ouais, mais tu raison. franchement, je vois pas vraiment une différence sauf que, l'image de la personne à qui on s'adresse. Mmh, Parce que si parce que là, je m'adresse directement à la personne, mmh, pendant que dans une prière, c'est plutôt, «Dieu, s'il te plaît, fais en mmh, sorte que». mmh, Mais, finalement, on veut le même résultat. mmh, C'est qu'on va via Dieu. Alors, de toute façon, personnellement, moi, je suis convaincue que, justement, quand un hypnotiseur parle de subconscient ou inconscient, on dit toutes les ressources sont là. Pour moi, mon subconscient, c'est la porte à l'intelligence divine, si tu veux. mmh, Et mmh, donc, je distingue pas trop. OK. mmh, mmh, mmh. Justement, très récemment, j'avais, hem, un voisin, à qui je discutais et il a eu un appel de téléphone et c'était son frère qui était à l'hôpital et je dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Il m'a expliqué et j'ai dit: «Écoute, donne-moi un peu plus de détails. Si tu veux bien, je vais prier pour lui». Parce Mmh, que moi, je crois vraiment dans la puissance de la mmh, prière. Je ne pourrais pas lui dire: «Je vais programmer pour lui, je vais visualiser bien pour sûr. lui». Mais lui, je savais qu'il était dans le Salvation Army, comment on dit ça, L'armée du salut. Oui, voilà. Mmh, Donc je savais qu'il avait, justement, certaines croyances. Donc pour moi, c'était pas du tout que je mentais, mais j'utilisais son langage à lui pour expliquer ce que j'allais faire lui-même mmh, et mmh, il était ravi. Il dit: «Mais moi aussi, je crois dans la puissance de la prière, donc ça serait gentil» et je dis justement quand plusieurs personnes prient ensemble, ça aide et effectivement, j'ai programmé régulièrement pour lui. mmh. Donc donc je crois que c'est tellement proche, Ouais, vraiment. ouais. Bah, s'il y a ceux qui nous écoutent, qui sont pieux, qui prient régulièrement, n'hésitez pas à nous dire votre ressenti. Tiens, quand vous allez prier pour et avec Dieu et quand vous allez, pour et avec Dieu pour quelqu'un d'autre, hein, vraiment, souvent, on appelle l'aide du patron parce qu'on se dit, «Il pourrait nous aider ou aider les gens qu'on aime» et cetera et cetera. Quelle différence vous faites entre la prière et puis cette communication subjective quand vous allez, bah, orienter vers du mieux, vers,
moi j'aime bien ce mot-là, parfois la correction d'un état qu'on a eu, la correction qu'on a eu avec plein de choses. Je trouve que le mot correction est assez sympa en méthode Silva, et elle est bien utilisée. Ça peut corriger des choses qu'on a mis qui ont dérangé dans la relation, ou même simplement pour la personne à un moment donné. N'hésitez pas à nous faire un retour, parce que peut-être que vous avez une sensation différente. Moi, je sais que quand j'étais petit, je priais beaucoup. Je priais tous les jours. Et pour moi, parler au patron, parler directement à quelqu'un, bah, c'était exactement pareil. C'est-à-dire que j'imaginais être en présence d'eux, et je disais ce que je pensais, ce que je souhaitais, etc., etc. Donc, je sais pas, moi aussi, je suis un peu comme toi. Je mettrais ça à peu près dans la même notion, et qu'on pourrait appeler la prière une forme de communication subjective. Dans cette communication subjective, là, tu as pris les ados, mais il y a aussi, on en avait un petit peu parlé sur un des précédents podcasts, il y a aussi le fait de pouvoir travailler avec les enfants, avec les petits, et même avec les tout bébés. Ça aussi, alors super le rapport que j'ai fait, mais à un moment, tu as dit on peut aussi travailler avec les plantes et les animaux. Mais bon, pour moi, le bébé, au départ, c'est pas plus qu'une plante ou un animal. Hein. C'est pas, ça parle pas trop. On peut travailler de la même façon pour comprendre un peu l'enfant, pour percevoir l'enfant. Est-ce que tu as eu des retours à ce niveau-là? Oui, 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 justement, quand tu dis pour comprendre l'enfant, parce que là, c'est aussi quelque chose que quelquefois j'oublie à expliquer quand je l'explique, mais on parle de communication Oui, subjective. oui, C'est pas simplement que nous, on parle à l'autre et on offre, on dit, s'il te plaît, accepte ce que tu offres, mais et quelquefois on est tellement dans je donne, ou j'offre, qu'on n'est pas en train de recevoir. Mais en fait, ça peut être un dialogue. bien sûr. Et pendant ce moment-là, tu peux vraiment avoir l'impression que l'autre te répond et t'explique pourquoi il y a un problème ou de quoi ils ont besoin, et tu peux modifier justement la communication Mm. par rapport à ça. Donc effectivement, pour un bébé qui pleure, par exemple, ça la communication subjective peut aider l'adulte à comprendre pourquoi il pleure et lui mettre plus en confort, et voilà, fait le nécessaire pour qu'il arrête de pleurer, pas simplement: «Arrête de pleurer!» Bah, d'ailleurs, c'est assez amusant, parce qu'on a parfois des parents, et bon, moi j'ai plus eu ça avec des mamans, mais qu'on dit très intuitives, genre elles touchent leur enfant et elles savent ce que le petit a. Ah bah oui, mais là il a mal au ventre, ah mais là c'est ses dents. Puis alors que bon, l'enfant, où il a mal, j'ai l'impression qu'il a mal à la tête. Alors on voit qu'elle met la main sur sa tête, etc. Je pense que ce lien-là de capacité intuitive à ce moment-là est intéressant, et peut être complètement exploité sur la communication intuitive, ou justement cette réception. Et on revient un petit peu dans le modèle des cas. En réalité, avec les enfants, on peut être vraiment dans ce principe de réception, à se dire, voilà, bon, bah, l'enfant qui exprime pas forcément, hormis qui bouge dans tous les sens, quoi, là je parle même du bébé, bah, se mettre comme si c'était un cas, et se dire, ok, et son corps, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est en train de m'exprimer à ce moment-là. Et ça peut aider des parents aussi bien à savoir, parce que comme ça ils sont en réception, qu'après à donner. T'inquiète pas, peut-être que l'enfant a peur, peut-être que l'enfant a plein de choses, et lui donner aussi, au travers de cette communication-là, quelque chose en plus de la présence, hein, mais qui pourrait apaiser l'enfant la nuit, qui peut permettre plein de choses. Euh, c'est assez amusant d'ailleurs que Silva, qui a été très communication objective, hein, n'oublions pas qu'avec les enfants, il a énormément travaillé en hypnose pour permettre à ce qu'ils aillent bien, ce qu'ils aillent mieux, et qu'il en soit arrivé à la communication subjective. Est-ce que tu sais si parce que moi, dans ce que je me souviens avec les expériences qu'il a fait jusqu'en 66, on va dire en 65 avec les enfants, il était beaucoup dans l'objectif. Il était rarement dans le subjectif en termes de communication. Est-ce que tu as des histoires ou des souvenirs de José qui était en train de bosser au niveau subjectif avec ses enfants? Ou peut-être Laura t'en a parlé, ou une des personnes de la famille. Donc je suppose qu'il a dû utiliser, parce que justement quand il explique comment faire pour les enfants, comment un enfant qui a un problème de faire toujours pipi, il explique dans tous les détails comment faire. Donc, je suppose, mais justement pour communication subjective, l'autre personne n'est pas forcément consciente que c'est fait.
C'est ça. Parce que justement, c'est subjectif. Donc, je n'ai pas entendu les enfants de José dire tiens, papa m'a dit ça dans la nuit ou il m'a fait une communication, etc. Mais je suis presque certain qu'il a dû le faire. Et, Ouais. et aussi, en fait, tout est lié. Donc, nous avons parlé de comment faire pour les enfants subjectivement. Quand on fait objectivement, on peut aussi faire hypnose sommeil pour les enfants. Mais là, en disant, mais est-ce qu'on peut comprendre ce dont l'enfant a besoin? Moi, j'ai utilisé hypnose par procuration aussi. Pour une grand-maman qui ne comprenait pas, un enfant avait un problème très bizarre, très particulier, et personne ne savait comment l'arrêter. Et je dis, écoute, je te mets en hypnose, c'est un très bon sujet. Tu te connectes avec ton petit-fils et puis tu lui demandes mentalement et lui, elle fait tout d'un coup, il dit, ah, c'est ça qu'il faut faire. Et elle a eu une idée précise, un certain jouet qu'il voulait. Et le moment qu'il a reçu ce jouet, c'était comme si, ah, enfin, tu m'as compris. Et le mauvais comportement a arrêté tout de suite. Donc, c'était quoi? C'était télépathie, c'était communication subjective, c'était hypnose par procuration. Bien sûr. On met des étiquettes, mais justement, c'est tout lié, quoi. Ça, c'est intéressant parce que effectivement, pour moi, tout le travail qu'on peut faire quand on se met en tant que médium en transe vis-à-vis d'un enfant ou de quelqu'un qui est en souffrance, on en parlait il y a quelque temps avec les personnes qui malheureusement arrivent avec une certaine des stades de folie, on va dire des Alzheimer, etc., où on peut Ah, pas. Et ça, je pense que les personnes n'y pensent pas forcément, parce que vous n'êtes pas forcément confronté à tout ça, mais pensez que on peut faire le même type de travail particulièrement intéressant avec des personnes qui commencent à, ce qu'on dit en France, perdre la tête, en tout cas, rentrer dans des pathologies qui sont un peu complexes. Et à la place d'être en souffrance pure et se dire rien va être souvenu, rien va être capté. Il y a des moments, le travail en subjectif est complètement étonnant parce qu'il y a des moments, des choses qu'on n'a pas dit à des personnes. On a une réponse le lendemain ou le surlendemain d'une chose qu'on lui a dit en communication subjective, alors que la plupart du temps, la personne ne se souvient pas forcément de ce qui s'est passé une heure avant. Donc là, il y a des feedbacks qui sont particulièrement intéressants sur cette notion d'exploitation de ce type de communication pour devenir un médium de ce que l'autre peut aussi nous dire ou ce qu'on a envie de lui partager quand il n'est plus en capacité de communiquer. On sait que il y a aussi dans les hôpitaux beaucoup, ça s'est passé où il y a des personnes qui expliquaient que dans le coma, de façon subjective, les personnes tentaient de parler et les personnes leur donnaient en retour, je ne parle pas des comas qui durent 15 ans, je parle de comas pas trop long, et ben les personnes arrivaient à avoir des retours, de se dire mais je t'ai entendu me dire ça alors que physiquement la personne ne lui a jamais dit ça, ou même n'est même pas passé à l'hôpital à ce moment-là et a juste travaillé d'un point de vue subjectif. Ça, c'est assez intéressant parce que là, un coma, on pourrait. Alors, après, on sait que c'est très différent d'un point de vue neuro, mais on pourrait se dire il y a une forme d'ouverture au niveau des ondes cérébrales à certains moments qui peut-être montent en alpha ou autre. Et si on fait tout un travail, on peut peut-être. Après, on n'est pas en train de l'assurer, on n'est pas en train de dire que c'est une réalité. Là, c'est plus des feedbacks qui rentrer en cohésion. Alors, ça peut être un biais de confirmation, mais en tout cas, c'est arrivé. Nous, on a eu des feedbacks dessus, et moi, je sais que sur d'autres aspects, j'ai eu des feedbacks qui étaient intéressants. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on met en avant dans la méthode, mais cette notion pour accompagner les gens en souffrance ou les gens qui commencent à être en mutisme, les gens qui commencent à avoir des problèmes neuro, etc., je trouve que c'est un très, très bon moyen. Toi, tu l'avais un peu utilisé dans ces cadres-là aussi. J'ai utilisé pour ma maman, Ouais, tu qui m'avais dit. pendant les derniers 10 ans de sa vie a eu une démence qui devenait de pire en pire. Alors, vers la fin, elle nous a vaguement reconnus, mais il n'y avait aucune réaction. Mais moi, j'ai considéré quand même. Attends. Au départ, j'étais
j'étais époustouflée parce que je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Parce que ma maman, plus jeune, pleine d'énergie, enthousiasme, ta 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 ta, énergétique et tout ça et tout d'un coup, c'était comme si la lumière était en train de s'étendre. J'ai dit: «Mais où est ma maman?» Et j'ai Mmh mh. confié ça à un collègue et il m'a dit: «Mais Ly, ta maman, elle est toujours là, mais elle n'est pas autant dans son corps. Elle Mmh. elle sait qu'elle va partir, elle veut pas faire ça brusquement, donc elle est graduellement en train de se retirer de son corps. Donc tout ce que tu vois là, c'est un tout petit pourcentage de ta maman qui reste, Mmh mh. mais elle est toujours là. C'est tout simplement qu'elle n'est plus, comment dire, physiquement dans le cerveau». Bien sûr. Et ça m'a tellement aidée et après ça, j'ai continué à lui communiquer en présence. Je lui ai parlé comme si elle m'entendait parfaitement bien, heu et aussi en subjectif à distance parce qu'elle est en Australie Bien sûr. et vraiment, il y avait des moments où, j'ai eu des réactions, c'était extraordinaire, ouais. Donc ça, moi, je trouve que c'est quelque chose pour les gradués, là, peut-être ça parle moins aux personnes qui sont pas graduées, bien que, là encore, hein, je vous invite toujours, même si vous êtes pas gradué, que vous connaissez un petit peu, Mmh. vos trans, vos niveaux de trans, et que vous êtes ouvert à tout ça, n'hésitez pas à tester quand vous avez des personnes qui sont en souffrance ou des personnes qui sont dans des états qui sont un peu complexes. Mmh mh. N'hésitez pas. Au pire, il se passe rien, mais au moins vous aurez eu cette sensation de pouvoir exprimer quelque chose et ça permettra quand même quelque chose de très bien. Et au mieux, vous allez être très, très surpris par des ouais, alors est-ce que c'est des coïncidences? Est-ce que bah, qu'importe. Au bout du compte, il y a des choses qui se croisent et à ce moment-là, on se dit: «Waouh!» et ça fait du bien, aussi bien à nous-mêmes qu'à la personne, avec qui on a communiqué. On va prendre une première pause là parce qu'on arrive à la demi-heure et après on reprend, on continue sur le sujet. Hop.